Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pour une conception rationnelle. En fait, les corrélations statistiques entre les éléments suivants devraient faire évoquer l'hypothèse d'un mécanisme commun, I7, II1. Troubles psychologiques classiques bien connus traditionnels, certains troubles psychiatriques considérés comme de nature différente, I1, et divers dysfonctionnements du corps, I5, I10, II1, similitudes génétiques, dans le patrimoine héréditaire, II1, XI2, et efficacité thérapeutique de médicaments identiques, II1. Il est logique d'envisager un mécanisme neurobiochimique commun à l'origine d'un dysfonctionnement touchant diversement le psychisme, les centres végétatifs, centres nerveux principalement hypothalamiques régulant le fonctionnement automatique du corps, XI5, la commande viscérale et la perception douloureuse, sensitive et sensorielle, I7, II1, XI2. Comme dans la migraine, l'absence de tout test diagnostique suffisamment sensible et spécifique est bien sûr gênante sur le plan de l'unicité du concept, comme sur le plan du diagnostic individuel. De plus, une vision scientiste, si fréquente dans le milieu médical, fait souvent douter de la réalité de ce qui ne peut être dosé. Les tests dynamiques hormonologiques, tests de stimulation ou de freinage de la sécrétion d'une hormone par un stimulus, souvent une autre hormone, avaient soulevé un espoir, I7, XI1, XI5, XVI4, mais leur sensibilité est trop faible, test négatif en présence de la maladie, I7, XI1, XI2. L'absence de définition actuelle de la maladie ne permet pas d'apprécier leur spécificité réelle. Éviter un test positif alors que la maladie est absente. Le désir, a priori louable, d'éviter les faux positifs, patients qui auraient été classés déprimés sans l'être réellement, dans les études cliniques, a abouti à édicter des critères diagnostiques restrictifs centrés sur les signes psychiques traditionnels, tels le rez-de-chaussée, critères de diagnostic pour la recherche, 16.2. D'autre part, la dispersion des signes dépressifs psychiques dans des catégories différentes, comme dans le MMPI, interrogatoire multiphasique du Minnesota et les DSM, manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, a rendu une vision synthétique impossible. Ces caractéristiques rendent ces méthodes diagnostiques particulièrement inadaptées à l'étude des troubles somatiques, I7, I10, I12, I14, I15, I27, XVI2, XXI23, XXI25. On peut considérer qu'une corrélation statistique entre le signe étudié et les signes dépressifs classiques, associés à l'efficacité d'un même médicament dans les deux troubles, constitue un argument très fort en faveur d'un mécanisme commun, voire des apostrophes. Une origine identique, I1, I2, I7, I19, I20, I26, I34, V1, V2, VI8, VI9, VI10, IX21, IX23, IX47, IX48, XVI6, XX8, XX12, XX13, XX14, XXI34. De plus, l'existence d'un traitement efficace permettrait de résoudre de nombreux problèmes chez les patients fonctionnels, voire plus loin, et de dépasser des traitements symptomatiques qui ne portent que sur les symptômes sans traiter la cause, antidiarrhéiques, somnifères ou tranquillisants par exemple, I7, I20, VI8, IX23, XI32, XIX6, XXI27, XXI34, qui sont d'efficacité variable. De plus, on obtiendrait de meilleurs résultats qu'avec le conseil, si populaire chez les médecins en particulier américains, de s'adapter à son état, to cope with. Sur un plan pragmatique, la seule notion de l'efficacité des antidépresseurs devrait en élargir les indications I7, VI2, XXI32, XXI33, s'il n'existait de solide résistance culturelle, tant chez les patients que les médecins. Nous nous trouvons, mutatis mutandis, dans une situation voisine de celle de la tuberculose avant la découverte du bacille tuberculeux. La fréquence de la localisation pulmonaire ferait envisager la nature pulmonaire de la maladie. Ceci gênerait, au plan théorique, le rattachement des atteintes extrapulmonaires type 1 ou O. Toutefois, l'association statistique et l'efficacité du même traitement pourraient amener à dépasser le concept de nature pulmonaire de la maladie tuberculeuse. On atteindrait donc celui d'un autre mécanisme commun et explicatif, en l'occurrence l'infection spécifique. On déboucherait ainsi sur l'accès au traitement de formes d'aspect, a priori très différents de la forme de référence pulmonaire. Pourquoi un tel retard ? Malheureusement, en ce qui concerne la dépression,
Le test thérapeutique, confirmation de la maladie par l'efficacité d'un traitement spécifique, est limité par le caractère variable selon les individus de l'efficacité d'une molécule. Même si elle est efficace, sa dose optimale, la meilleure, n'est pas prévisible et le délai avant le développement de l'effet peut être long. Une étude pharmacologique classique, en double insu, d'un seul médicament à dose fixe pour une durée brève va se heurter à plusieurs obstacles. Intolérance du patient au produit, II14, ou à l'instauration brutale de la dose, insensibilité à ce médicament, posologie choisie non optimale ou trouble long à disparaître. La reprise d'une même dose d'un médicament après son arrêt n'aboutit pas toujours au même effet. Malgré ces obstacles et le très faible nombre d'essais, il existe plus de résultats positifs que non concluants. Le caractère modeste des corrélations statistiques, I34, entre des signes que je considère comme d'origine dépressive et les signes psychologiques classiques est également éclairé par un phénomène méthodologique inhabituel. En effet, dans le cas habituel, la rareté de la maladie explorée dans la population générale rend inutile d'éliminer sa présence éventuelle dans le groupe témoin. Dans le cas de la dépression, il peut, fait très inhabituel, exister presque autant de déprimés dans le groupe témoin que dans le groupe classé dépression. En effet, la fréquence des signes dépressifs dans la population générale est très élevée I21, II17, XVI2, si bien qu'une bonne part des témoins peut se trouver par hasard être des déprimés XI3, XIX2. L'absence de limite clairement définie à la maladie dépressive implique l'absence de définition de la non-dépression, et donc l'impossibilité actuelle de détecter et d'éliminer les témoins déprimés. La faible proportion de déprimés répondant aux critères restrictifs psychiques utilisés fait que le groupe patient déprimé n'est pas représentatif de la maladie dépressive. De fait, il faudrait éliminer systématiquement des témoins les sujets présentant un ou des signes dépressifs, encore faudrait-il qu'ils fussent définis. Enfin, le caractère inconstant de tous les signes, I27, XI2, et l'absence d'association systématique de chaque signe somatique avec les signes psychiques de référence expliquent que la corrélation puisse être obscurcie. En bref, la fréquence de la maladie nécessite de définir des critères de non-dépression pour former des groupes de témoins exempts de la maladie. De plus, il est intéressant de remarquer que pour presque tous les signes, les opposés sont tous deux possibles, parfois même chez un seul malade, comme bouche sèche et augmentation de la salive, abattement et excitation, manque d'appétit et fringales. Ce phénomène complique évidemment la mise en évidence statistique d'une différence des moyennes, les opposés s'effaçant l'un l'autre lors d'une analyse sommaire. Les troubles fonctionnels. Les troubles fonctionnels sont souvent considérés comme plus ou moins imaginaires. Il s'agit pourtant d'anomalies d'expression souvent objectives, telles que sueur, diarrhée ou constipation. Elles sont bien réelles, même si elles ne sont perçues que par le patient comme les douleurs. Celles-ci sont d'ailleurs clairement mises en évidence par l'imagerie fonctionnelle moderne. Beaucoup de ces signes n'ont suscité que peu de recherches, mais lorsqu'ils ont été étudiés, ils l'ont été suivant une logique explicative pas à pas qui a voulu comprendre le mécanisme avant de rechercher la cause. Seules quelques associations sans grande utilité pratique, comme la sensibilité rectale à la distension rapide, IX21, ont été décrites en raison de l'effroyable complexité du système neuro-hormonal d'une part et de l'habituelle multiplicité et diversité des signes associés d'autre part, I15, IX47. Par ailleurs, l'efficacité démontrée de certains antidépresseurs dans quelques pathologies, I19, II2, IX21, XXI32, XXI33, n'a pas entraîné d'interrogation sur leur cause. La corrélation, liaison statistique, du trouble avec la dépression, toujours définie par ses manifestations psychiques, XVI3, est faible et n'est pas retrouvée dans toutes les études. Il en va de même de sa régression avec le traitement antidépresseur, I19, II2, IX21, XXI32. Il est frappant de relever que, souvent, le traitement antidépresseur est plus efficace sur les signes fonctionnels que sur les signes psychiques classiques. La démarche a très souvent été descriptive, DSM, parfois déductive, sensibilité rectale, mais rarement et transitoirement inductive, concept de spectre de la maladie affective, ou de spectre des maladies fonctionnelles, ou spectre des syndromes fonctionnels somatiques, II10, de pathologies neurosomatiques ou encore d'équivalents dépressifs,
I26, II1, II2, II3, II6 et X21. Pourquoi ? Il y a deux réponses. Tout d'abord, il n'existe pas d'antidépresseur actif chez tous les patients, II1, et il est relativement rare qu'un seul médicament suffise à obtenir un résultat parfait. De plus, lors du traitement, il existe un délai constant mais variable entre la prise et le début de l'effet, ce qui rend la relation de cause à effet plus difficile à appréhender. Le fait que les signes disparaissent les uns après les autres, de manière peu prévisible et non parallèle, complique encore l'établissement d'une relation causale. La seconde raison consiste en une conception très répandue en médecine, irrationnelle, inébranlable et en général inconsciente, selon laquelle une maladie de l'âme ne peut influer sur le corps. Celle-ci explique sans doute pourquoi la dépression est tellement mieux décrite dans l'art, la littérature et le cinéma que dans la médecine. Toute tentative de relier à la dépression une symptomatologie somatique se heurte en médecine à un rejet aigu. Cette dissociation entre l'opinion rationnelle établie depuis des siècles d'une unicité et non d'une dualité de l'âme et du corps, d'une part, et l'opposition dogmatique à toute hypothèse susceptible d'établir une relation âme-corps, d'autre part, est un des tabous les plus frappants de notre civilisation. Ce tabou va d'ailleurs en se renforçant contrairement à d'autres, d'ordre sexuel ou social par exemple. L'évolution des idées sur les troubles fonctionnels et leur relation avec la dépression est désolante et il faudrait lire et relire les publications anciennes des années 1900, de 1, des années 1930, une 1, I2, aux années 70, une 4, I5, I7, sur la dépression masquée, les équivalents dépressifs, la fréquence des signes dépressifs dans la population générale et la psychiatrie transculturelle, I9, I10, I11, I24, pour constater à quel point nous avons régressé depuis lors. Conception moderne de la dépression. On constate avec stupéfaction que cette régression coexiste avec de nombreux travaux démontrant les relations entre le système nerveux central et divers organes, I1, I7, XI5, XVI3, y compris le système immunitaire, IX50, XII5, XII6. Jusque récemment, on considérait que la dépression était en rapport avec un déficit de concentration de certains neurotransmetteurs dans la fente synaptique. La synapse est la zone de communication séparant l'extrémité du filament nerveux en amont, de la cellule réceptrice de l'information en aval. On envisageait la responsabilité principale de la sérotonine. Ce déficit existe bien, et les antidépresseurs augmentent de diverses manières cette concentration. La réserpine, molécule qui crée une dépression expérimentale, la diminue. Cependant, les divers antidépresseurs augmentent des neurotransmetteurs différents et certains ne modifient pas la sérotonine. Certains produits n'en augmentent qu'un seul et d'autres plusieurs. Cet effet est rapide et fugace, ce qui ne correspond pas à leur effet retardé sur la dépression. D'autre part, dans mon expérience, il n'y a ni sensibilité ni résistance croisée entre les produits qui agissent sur le même transmetteur, ce qui n'est pas en faveur de l'hypothèse selon laquelle à un profil biochimique de dépression correspondrait un profil d'antidépresseur. D'autre part, la possibilité d'échappement à l'effet antidépresseur d'un produit antérieurement efficace ne cadre pas non plus très bien avec la responsabilité directe de ce mécanisme, alors que son effet synaptique est vraisemblablement conservé. De fait, on envisage maintenant la responsabilité causale de la modification de mécanismes intracellulaires plus complexes du type neuroprotection dont la cinétique, mode temporel de développement de l'action, est plus en rapport avec l'effet retardé de ces médicaments. Ces mécanismes semblent plus directement à l'origine de l'effet de l'antidépresseur et probablement de la dépression elle-même, XII45, XXII47. Il est fréquent que le déprimé méconnaisse sa propre maladie, VI3, IX27, XVI2, anosognosie développée plus loin page 120, mais ce phénomène peut aussi opérer par procuration, comme d'autres dysfonctionnements chez le déprimé, qu'il s'agisse de la mère pour son enfant ou du médecin pour son patient. Il existe toutefois des îlots de résistance comme le concept d'Affective Spectrum Disorder, II1, le Dysfunctional Spectrum Disease, II3, et tout récemment, le spectre des syndromes fonctionnels somatiques, II10, qui tente de réunir divers aspects somatiques, I25, II6, XVI3. On peut espérer que l'imagerie fonctionnelle du système nerveux central,
modalité d'appréciation objective du fonctionnement du système nerveux central par l'intermédiaire de ses diverses propriétés, en poursuivant ces récentes découvertes, pourra contribuer à confirmer les relations entre des aspects apparemment aussi différents les uns des autres que la tuberculose du rein peut l'être de celle de l'os. Pour l'instant, il est bien difficile de connaître la signification précise des anomalies retrouvées, VI14, XI5. La dépression est en fait un syndrome neurobiochimique à expression habituellement plurisystémique, I7, VI14. Il existe un continuum, absence de limite nette, entre les différents aspects de la dépression, I5, I7, I10, I34, dont chacun ne constitue que l'agrégation avec une fréquence particulière des différents signes unitaires. Chacun des signes est présent avec une fréquence variable dans la population considérée. Aucun d'entre eux n'est constant, ce qui explique la faible sensibilité de chaque critère diagnostique, I7, I10, capacité à détecter les patients atteints. Chaque signe a une spécificité, capacité à ne détecter que les patients atteints, variable, dans l'absolu d'une part et dans chaque contexte pathologique particulier d'autre part, I7. Par exemple, le manque d'appétit n'aura pas la même spécificité diagnostique en faveur de la dépression chez un adolescent sain par ailleurs et chez un cancéreux évolutif. En revanche, il existe un saut qualitatif entre la non-dépression et la dépression, si fréquente que puisse être cette pathologie. Il faut aussi s'élever contre le concept de la responsabilité exclusive du vieillissement, dans l'apparition des symptômes tels que les réveils nocturnes ou les trous de mémoire. Tout aussi classique, fréquente et récurrente est l'erreur qui attribue la dépression à des phénomènes comme la douleur qui en sont en fait les conséquences, I7, I10, VI2, IX2, XVI3, XIX8, XIX13. Deux excellentes études ont montré que la dépression permettait de prédire l'apparition ultérieure de douleurs rhumatismales, XIX8, XIX13. Il faut rappeler que la logique formelle permet d'exclure qu'un phénomène préalable puisse être la conséquence d'un autre événement de survenue ultérieure. On oublie aussi trop souvent que le stress est, par définition, un concept subjectif de réaction de l'organisme à un stimulus perçu comme menaçant. Il est donc faux de l'assimiler au stimulus lui-même. C'est comme si on oubliait l'amplificateur dans le son produit par la guitare électrique. Le son lié à un amplificateur réglé trop fort peut d'ailleurs réaliser un souffle spontané, mais va surtout donner à une stimulation normale de la corde une conséquence sonore disproportionnée. En fait, quand on parle du stress, on ne prend souvent en compte, par erreur, que le stimulus IX52. Ce serait d'ailleurs s'imaginer que la tension émotionnelle induite par notre vie moderne, du type choix du parfum du prochain yaourt, est pire que celle du paysan de pays sous-développés dont la famille et lui-même meurt de faim. D'ailleurs, dépression et suicide ne sont pas moins fréquents chez les ruraux et la dépression est peu différente à Angoulême et à Hanoï. Influence de l'âge. La dépression est une pathologie en fait, souvent chronique, I7, I5, I30 et ou récidivante, I21, en particulier en ce qui concerne ses formes à manifestation somatique. Sa prévalence, fréquence dans la population, a donc tendance à augmenter avec l'âge, I12 pour devenir plus fréquente que la non-dépression. Ceci n'est pas une raison pour penser qu'il s'agit d'un état normal, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité d'un traitement lorsqu'il est justifié. En outre, la gêne occasionnée par les divers symptômes ne nécessite parfois aucun traitement. On peut souvent se limiter à une explication sur le caractère bénin des troubles, I15, leur nature et la possibilité d'un traitement en cas d'aggravation ultérieure. Rassurer ainsi le patient peut d'ailleurs faire diminuer, voire faire disparaître plus ou moins durablement, le symptôme en cause. De plus, lorsqu'un signe dominant est gênant, il peut être sensible à un traitement symptomatique tel qu'un tranquillisant, somnifère ou laxatif. Ce traitement, lorsqu'il est efficace, a les avantages d'être facile à sélectionner et de pouvoir être pris de manière intermittente, à la demande. À l'autre extrémité de la vie, il faut également offrir aux enfants un traitement antidépresseur quand il est nécessaire, I7. Les concepts suivant lesquels on ne va pas commencer à lui donner des médicaments à son âge, ou il faut qu'il souffre pour surmonter et devenir un adulte, se rapprochent des habitudes pas si anciennes, de négliger la douleur chez l'enfant sous prétexte qu'il ne peut pas se défendre,
intervention sur un bébé enroulé dans une alaise ou qu'il exprime sa souffrance différemment de adultes. Même l'Église a abandonné le concept de souffrance rédemptrice. Toutefois, celui-ci reste solidement enraciné dans le subconscient, surtout quand la souffrance concerne les autres d'ailleurs. La longue résistance à l'usage de la morphine chez les patients en phase terminale en a bien témoigné dans notre pays. La minorité de l'enfant qui justifie le tutorat de l'adulte impose à ce dernier de tenter de préserver celui-là des troubles organiques mais aussi fonctionnels. Cependant, l'évolution de la dépression à manifestation somatique de l'enfant est plus souvent spontanément régressive que chez l'adulte. Les indications thérapeutiques doivent être posées avec soin en tenant compte de l'ancienneté des troubles et des conséquences de sa pathologie sur son fonctionnement organique, mais aussi psychique, relationnel, social, scolaire et familial. Un traitement n'est envisageable qu'après une concertation approfondie avec les parents. Les manifestations de la dépression de l'enfant ne sont pas très différentes de celles de l'adulte, I7, 8, 11. En fait, le plus souvent, c'est parce qu'on a érigé en a priori qu'elle n'existe pas, I7, qu'on ne la voit pas. Là encore, on ne trouve que ce que l'on cherche et l'on ne cherche que ce que l'on connaît. L'hyperactivité avec déficit d'attention soutenu est un aspect assez fréquent et d'ailleurs, bien reconnu aux USA, II1, II2, XVI11, XVI6, XXI61. Toutefois, le traitement souvent recommandé par amphétamine, excitant, n'est pas l'approche la plus rationnelle, 16-11. La dépression se manifeste aussi chez l'enfant par d'autres troubles I7, entre autres, paresse, méchanceté, énurésie, pipioli, sommeil agité I3, troubles de l'élocution 17-6, sociopathie, phobie, baisse du rendement scolaire et fugue, ongles rongés. De plus, la dépression de l'enfant perturbe souvent la vie de ses proches dont la souffrance induite doit être prise en compte. À l'adolescence, la dépression explique bien des conflits du jeune avec lui-même, ses parents, l'école ou la société en général. A contrario, la dépression d'un ou des deux parents perturbe souvent le fonctionnement familial et social des enfants, fugue, opposition, baisse du rendement scolaire, II7. Il est habituel, après l'équilibration d'un adulte, de constater l'amélioration, retardée d'1 à 2 mois, du comportement de certains de ses enfants. Toutefois, le caractère souvent familial, héréditaire, de la dépression peut entraîner une dépression autonome chez l'enfant, laquelle peut éventuellement justifier une prise en charge spécifique II7. De même, la dépression de la mère du petit déprimé la rend souvent hostile au diagnostic et a fortiori au traitement envisagé chez son enfant. D'autre part, il faut éviter la culpabilisation systématique de la mère, si confortable pour le thérapeute. La dépression est un syndrome et non une maladie, ses causes. Contrairement aux maladies qui se caractérisent par une certaine unicité de la cause, comme la tuberculose par exemple, les syndromes, syndromes, allés ensemble, regroupent des manifestations associées du fait d'un mécanisme commun. La pleurésie et le diabète, par exemple, peuvent être dus à des causes très variées tout en gardant des caractères communs, même si la cause peut influer sur l'expression du syndrome. La dépression est le plus souvent d'origine génétique, dominante, transmission directe du parent à l'enfant, d'expressivité variable, I7, II1, II1, II4, II5, XI2, ne se manifestant pas toujours chez l'individu porteur du trait génétique. Les manifestations symptomatiques de la dépression du descendant peuvent très bien ne pas correspondre à celles de son ascendant, I7, II5. Il faudrait des études spécifiques pour déterminer s'il existe une tendance à la réplication du même type de trouble, comme cela semble être le cas en matière d'alcoolisme, XXII10, et de troubles fonctionnels digestifs, II3, II6, IX57. La prédisposition héréditaire peut aussi favoriser l'apparition d'une dépression déclenchée par une cause précise. D'autres causes sont en effet possibles, et en particulier diverses maladies organiques, I7. Cette possibilité est d'autant plus probable que la dépression apparaît tardivement, et sans antécédents personnels ni familiaux. Les cancers sont une cause non exceptionnelle de dépression, dont elle peut être la première manifestation I6, I7, XIV2. Le cancer du pancréas est celui qui entraîne le plus souvent un état dépressif, I6, XIV2. Les cancers peuvent aussi se manifester par l'échappement au traitement d'une dépression antérieurement bien équilibrée.
Par ailleurs, le traitement de la dépression due à un cancer connu est bien souvent le traitement symptomatique le plus efficace, I7, XIV2, XIV3. Il peut améliorer le patient spectaculairement, au moins pendant quelques mois, sur le plan psychique bien sûr, mais aussi en ce qui concerne les douleurs, l'état général, la qualité de vie globale, I7, XIV2, et même sa durée 14-2. En effet, le cancer peut entraîner la dépression par l'intermédiaire de cytokines, molécules modulant la réponse immunitaire et inflammatoire, 14-2, mais à l'inverse, la dépression peut favoriser l'évolution du cancer par son action immunosuppressive, XII3, XIV1, XIV2. La dépression est la vraie cause des tendances suicidaires chez les cancéreux. Elle ne représente pas le vécu normal du cancer, XIV3. Malheureusement, là encore, le diagnostic de dépression associé au cancer est souvent méconnu, 14-2. Les maladies inflammatoires intestinales peuvent être associées à la dépression, peut-être par l'intermédiaire des cytokines inflammatoires. Cependant, et contrairement à ce que l'on pensait il y a 30 ans, c'est plus la maladie de Crohn, IX6, IX8, XXI7, XXI28, qui est concernée que la rectocolite hémorragique, IX8. La maladie cœliaque, allergie digestive au gluten, qui est souvent méconnue, est une cause de dépression, II7. Il est parfois difficile de faire la part de ce qui revient à l'une et l'autre maladie dans le tableau, II7, en particulier fonctionnel digestif. La polyarthrite rhumatoïde est associée à une augmentation de la fréquence de la dépression, II11. Il en va de même de la sclérodermie, maladie cutanée et rhumatismale, mais sans parallélisme avec la gravité II19. La dépression est également fréquente dans le cadre des maladies de Parkinson et de Huntington, II15, XXI36, ainsi que dans la démence d'Alzheimer, II16, maladie neurologique dégénérative. Les accidents vasculaires cérébraux, en particulier antéro-gauche, en sont une cause connue, II13, XXI36. Une hyper- ou une hypothyroïdie, fonctionnement excessif ou insuffisant de la thyroïde, peuvent simuler une dépression, I6, mais aussi la déclencher ou diminuer l'effet du traitement antidépresseur. Il en va de même de diverses anomalies métaboliques. L'accouchement est une cause bien connue de dépression. La baisse brutale de la concentration hormonale peut aggraver ou déclencher un état dépressif, lequel peut ensuite être durable. Remarquons en passant que cette survenue à l'occasion d'un événement dont on ne peut nier le caractère habituellement heureux, concorde bien mal avec l'explication traditionnelle de la dépression, conséquence normale des malheurs, I18, IX9, XVI3, XIX8, XX13. La période des règles ou d'avant celle-ci, probablement en raison de la baisse transitoire de l'œstradiol, hormone féminine principale, entraîne souvent une aggravation de quelques jours. Parfois même, les signes dépressifs sont limités à la période des règles, I10. De même, la ménopause sans substitution hormonale peut aggraver une dépression. Elle n'en est pas une cause à titre exclusif. Certains médicaments peuvent aussi entraîner un état dépressif. Il peut s'agir d'un effet reproductible et habituel comme pour la réserpine, antihypertenseur actuellement abandonné, d'un effet fréquent comme pour les antihypertenseurs centraux du type alpha-méthyldopa, Aldomay marque déposée, et clonidine, catapressant marque déposée, ou l'interféron, molécule naturelle immunomodulatrice et antivirale, ou encore aléatoire comme pour les bêta-bloquants liposolubles type propranolol, antagonistes sympathiques partiels à multiples usages, ou les corticoïdes, médicaments reproduisant L', effet du cortisol, qui peuvent aussi avoir un effet euphorisant, ou encore divers médicaments, II5. La carence en sélénium, oligoélément, semble pouvoir entraîner une dépression, II9. On peut en rapprocher l'effet dépressogène de l'arrêt du tabac. La raison pour laquelle la dépression est particulièrement fréquente dans les hépatites chroniques virales, surtout à virus C, est inconnue, II8. En tout cas, il faut s'en souvenir pour ne pas méconnaître un traitement efficace chez un patient souffrant d'une hépatite chronique dont la fatigue n'est pas expliquée par une insuffisance hépatique grave et pour équilibrer l'état dépressif avant un éventuel traitement par interféron, II8. L'infarctus du myocarde serait souvent suivi d'une dépression gênant la récupération, I7. Le choc opératoire peut avoir les mêmes conséquences, I13. Son association à la perte du système relationnel,
cadre et rythme de vie, habituel en hospitalisation, réalise chez un sujet âgé le syndrome dit de glissement qui tue tant de vieillards alors qu'ils sont guéris de leur maladie initiale. Négliger la dépression du vieillard, voire pire, la traiter par neuroleptique pour avoir la paix, constitue une des pires aberrations morales de notre temps. Les traumatismes majeurs, crâniens ou non, peuvent également déclencher un état dépressif. Il en va de même des traumatismes psychiques majeurs I7, II2, IX27 comme les faits de guerre, bombardements, tortures subies ou infligées, déportations ou mort évitée de justesse. Il n'est d'ailleurs pas rare que les deux types de traumatismes s'associent. Citons le cas d'un patient écrasé par la roue d'un autobus alors qu'il traversait avec son petit-fils, et sur lequel le conducteur du bus est repassé en marche arrière pour voir ce qui se passait. La crainte d'être écrasé à nouveau s'associait à celle que le petit-fils fût écrasé lui aussi. Un accident de chasse ayant incité l'auteur à essayer d'achever la victime à coups de petits plombs, a entraîné un état dépressif chronique chez celle-ci, sauvée de justesse par un passant. On parle souvent de cet aspect de la dépression sous le nom de syndrome de stress post-traumatique, sans toujours d'ailleurs le rattacher à la dépression ni donner le traitement antidépresseur dont l'efficacité est démontrée dans ce syndrome, IV5, XXI53. L'épuisement peut être une cause ou un facteur aggravant. L'exemple le plus typique est celui des hommes qui construisent seuls leur maison, durant des années et pendant tous les loisirs que leur laisse leur travail, soirées, week-ends et vacances. La dépression peut être déclenchée, ou plus souvent aggravée par la diminution de l'illumination rétinienne en fin d'automne. Le deuil constitue souvent un tableau dépressif qui peut comporter des signes somatiques, 22-36. Le travail de deuil, mécanisme psychique normal, en permet la régression spontanée en 6 mois à 1 an. Toutefois, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.